Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD sur En toute puissance, l'ouvrage de B6 Axo. Et on va continuer sur cette section qui est Iploc, Eploc et autonomie. On a un peu abordé la question auparavant, revenons dessus plus amplement. Lorsqu'un comportement est à motivation intrinsèque, par exemple pour un enfant, taper sur un tambour, l'enfant veut faire cette activité. Il sait que cette envie vient de lui, il sait que c'est lui qui l'a réalisée, il sait qu'il en est la cause. Il est donc en Iploc, en locus de causalité perçu comme un terme. Autrement dit, il se perçoit comme à l'origine de l'acte, taper sur un tambour. L'Iploc est souvent lié aux motivations autonomes, en particulier la motivation intrinsèque, totalement interne à l'individu. Si à l'inverse, avant de lui présenter le tambour, un superviseur lui dit « le but de cette activité est de gagner le prix de meilleur joueur de tambour », alors il se met en éploc. Il va jouer du tambour dans le but de gagner le prix. L'origine perçue de son comportement est la requête du superviseur, la cause ne venant pas de l'enfant, puisque ce n'est pas lui qui a décidé de jouer compétitivement, avec un prix, avec ce protocole, etc. L'enfant qui perçoit le locus de causalité comme extérieur est donc en motivation extrinsèque. Il fait ce qui est requis par l'extérieur. Il n'y a pas de grande place pour ces motivations intrinsèques, comme s'amuser en premier lieu, en jouant n'importe comment, avec le tambour, avant de s'y mettre plus sérieusement. En éploc, quand bien même ce n'est qu'une perception des causes originelles, donc une forme d'interprétation, on perd notre autonomie. Une expérience précédente montrait qu'après une tâche, si le superviseur disait « vous avez réussi comme on l'attendait », la personne était en éploc. Il est alors possible qu'elle ait mené la tâche en motivation intrinsèque, avec entrain, autodétermination, enthousiasme, volonté, mais que cette phrase est tout gâchée, parce qu'on lui retire alors l'autonomie qu'elle a vécue, sa singularité, puisqu'elle a fait ce qui était attendu. C'est qu'elle n'a rien fait par elle-même. Elle peut se percevoir alors comme ayant été un pion du superviseur, malgré ce qu'elle a pu en ressentir. Les personnes interprètent aussi, consciemment ou inconsciemment, les causes de leur comportement, et l'environnement social a un poids de taille dans cette interprétation, pouvant détruire la motivation intrinsèque, comme lui permettre de s'étendre. L'interprétation de l'interlocuteur, la façon de présenter, de cadrer, d'encadrer, guider une activité par un superviseur est interprétée par les personnes comme une somme d'informations sur ses intentions. Ainsi, un superviseur qui évalue, punit, contrôle est interprété comme une personne qui ne veut pas l'autonomie de ses supervisés, puisqu'il empêche toute liberté, initiative ou choix. Au niveau relationnel, les personnes peuvent interpréter un superviseur contrôlant comme une personne qui n'a pas confiance en elle et en leurs capacités. Les intentions perçues déteignent pour ainsi dire sur l'activité elle-même, leur donnant une certaine couleur. Radel, Sarrazin, Legrain et Wild en 2010. Dans un contexte d'éducation physique, il était dit aux participants que leur instructeur était soit bénévole, soit qu'il faisait ça pour obtenir sa paye. Les personnes à qui il était dit que leur instructeur faisait cela pour l'argent ont eu un intérêt moindre pour l'activité. Peu de motivation intrinsèque, contrairement à ceux à qui on avait dit qu'il était bénévole. La nouvelle s'est aussi répandue, et les personnes qui ont été mises au courant ont également eu une motivation moindre pour l'activité. La perception des intentions est donc contagieuse. Autrement dit, l'intention que l'on prête à un superviseur est confondue ici avec l'activité elle-même. Les personnes interprétant de la sorte ne sont pas pour autant irrationnelles. Elles sont face à une activité inédite, peu connue pour elles. Donc, elles interprètent le fait que si le superviseur leur apprend cela juste pour l'argent, c'est que c'est une activité qui n'est pas intéressante en soi. Contrairement au bénévole, car s'il fait ça que pour l'activité elle-même, c'est donc que celle-ci doit être particulièrement intéressante. L'humain est un animal social, ainsi, face à l'inconnu, il se base sur le comportement d'autrui pour se repérer. Tout comme on ne mangera pas quelque chose qu'on a vu autrui recracher ou mâcher avec un profond dégoût, il en va de même pour les activités. Et inversement, si on voit beaucoup de motivation d'un autre pour une activité, on va avoir plus confiance en cette activité. Cependant, cela peut être une erreur, car dans cette situation, il n'y a pas d'élément concret de l'organisation qui entache la motivation intrinsèque, surveillance, punition ou autre. Et les besoins fondamentaux, l'activité ou les besoins fondamentaux, l'activité pourrait être menée avec plaisir indépendamment de ce qui se raconte sur les motivations personnelles du superviseur.
Comme d'habitude, hein, je vous le répète, n'hésitez pas à échanger, poser des questions, creuser, partager un élément qui vous fait écho dans votre vie ou dans votre entourage. C'est fait pour, on est là pour ça. On est là pour faire la vulgarisation de sciences sociales, donc c'est fait pour quoi, vraiment. Les personnes sans motivation intrinsèque. Lors des expériences, les chercheurs de la SDT ont constaté que même en l'absence totale de contrôle ou de toute condition pouvant entacher la motivation intrinsèque, certains individus se mettaient néanmoins à une pression forte, une autosurveillance, s'imposer des performances et donc témoigner davantage d'une motivation extrinsèque, alors que tout était fait pour permettre la motivation intrinsèque. Je vais échanger, je veux dormir. Certes. En vrai, en début d'après-midi, c'est normal d'avoir un coup de barre, hein, surtout après avoir mangé. C'est normal. C'est le moment, il faut faire la sieste. Voilà, il faut se caler, faire la sieste. Un petit plaid sur les genoux, on se met bien, un bon petit dodo. C'est important, c'est un besoin. Ce phénomène était selon les chercheurs dû à une implication de l'ego. C'est-à-dire que les individus ressentaient une pression à faire les choses avec un standard élevé de réussite, supérieur aux autres, afin de prouver leur valeur, d'être appréciés, de ne pas être rejetés. Afin de vérifier cela, les chercheurs ont réveillé instrumentalement l'ego. Ryan, en 82, il était proposé des casse-têtes intéressants aux personnes. Dans le premier groupe, on disait que cette activité reflétait leur intelligence créative, pour susciter une implication de l'ego. Dans l'autre groupe, il n'y avait rien de dit. Tous ont ensuite reçu des feedbacks positifs, afin que personne ne se sente incompétent. Le groupe implication de l'ego a néanmoins eu une motivation intrinsèque moindre comparée à l'autre. Cette implication de l'ego s'oppose à l'implication dans la tâche. Cette implication, contrairement à celle de l'ego, est compatible avec la motivation intrinsèque, car la personne est juste préoccupée d'agir, d'acquérir des compétences. Mais on ne naît pas avec une implication de l'ego plus forte que notre implication potentielle dans une tâche. Dans l'expérience ci-dessus, on voit bien que c'est l'environnement social qui pousse à cela. Par ailleurs, de nombreuses personnes subissent de nombreuses atteintes à leur estime de soi, où leurs besoins fondamentaux inassouvis les ont conduits à opter pour des orientations contrôlées, s'exprimant par des introjections. Ainsi, elles deviennent leurs propres tyrans, en se retirant toute possibilité de joie à leur activité. L'implication de l'ego augmente dans les contextes sociaux où autrui a un jugement conditionnel. Par exemple, un parent qui témoigne de son amour et de sa considération uniquement quand son enfant lui rapporte de bons résultats scolaires. Que la valeur de la personne est subordonnée au fait de vivre selon des normes spécifiques. Par exemple, elle est rejetée de ses camarades si elle ne s'habille pas comme les autres. Le climat. Le climat social, que les personnes saisissent comme négatif ou positif, est un sentiment qui renvoie la plupart du temps à des facteurs portant réellement atteinte à leurs besoins fondamentaux. Ce climat a un impact sur leurs besoins fondamentaux et cela s'exprimerait en une vérité interne à l'individu, qui n'est pas moins vraie parce qu'elle serait interne ou de l'ordre des sentiments. En cela, ce n'est pas une plainte capricieuse sans fondement de la part des personnes, mais bien un indicateur précieux de ce qui se passe, de ce qui se passe l'environnement social. Je pense qu'il manque un mot, de ce qui se passe dans l'environnement social plutôt. Ah, il y a peut-être une petite coquille. La SDT dit clairement que le climat social perçu par les personnes au travail, leurs sentiments, ne devrait pas être réduit à une caprice. Au contraire, consciemment ou inconsciemment, les personnes tendent à interpréter et expérimenter les environnements sociaux ou contextes en fonction de leurs besoins fondamentaux. Ces sentiments sont donc une réalité interne du niveau des jauges de leurs besoins, reflétant des problèmes dans l'environnement. C'est un autre effet qui est de te fondre dans la masse et non de te différencier. Oui, mais ça répond à des besoins, c'est toujours une question de répondre à un besoin de sécurité ou pas, par exemple. Te fondre dans la masse, c'est pas sans raison. Y a plein de choses qui peuvent être... en fait, un besoin peut y être répondu de plein de manières différentes. Et c'est ça où il faut faire aussi attention. C'est que comme ça a été mis un peu en avant, c'est que tu peux faire une tâche où tu vas te satisfaire et au final, selon l'emballage, tu vas considérer que c'est intrinsèque ou extrinsèque. Donc il faut vraiment... En fait, tout dépend du contexte, j'aurais tendance à dire, encore. En tant que psychologue social, étonnamment, je vais encore vous dire que tout dépend du contexte. Comme souvent. Ce climat général qui impacte les personnes sont largement en fonction du type de supervision dans les environnements sociaux et de l'orientation, des intentions, des comportements de cette autorité.
Certains superviseurs amorcent un climat positif en comprenant le point de vue des supervisés, en leur communiquant du respect et en soutenant l'autonomie. Sont attentifs aux personnes, sont connectés à ces personnes. D'autres superviseurs, au contraire, sont contrôlants, mettent la pression, les évaluent, ont un regard conditionnel, c'est-à-dire ne vont leur porter attention que si les personnes remplissent les conditions qu'ils ont décidées. Évidemment, c'est le climat d'autonomie, de proximité sociale, de soutien à la compétence qui facilite la motivation intrinsèque, là où des autorités contrôlantes vont l'empêcher, voire la saper, en ne nourrissant pas les besoins fondamentaux. Tu pourrais me réexpliquer la différence entre intra et extra? C'est très simple, en fait, intra, c'est ce qui vient de toi. Ça vient de toi, c'est l'interne. Extra, c'est ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qui vient de l'externe. C'est autrui, c'est pas toi. Donc du coup, quand tu as une motivation qui est intrinsèque, ou qui est considérée et vue, perçue comme intrinsèque, c'est que tu considères que ça vient de toi. C'est toi qui veux. C'est toi, c'est ton envie, c'est ton besoin, et tu satisfais ton besoin, ton envie. Là où par contre, si ça va être une motivation extrinsèque, par contre, ça va être vu comme c'est quelqu'un d'autre qui me demande de le faire. Et je vais le faire parce qu'on me demande de le faire, mais ça veut pas dire que c'est à moi. Et coucou Roi, merci beaucoup, merci énormément pour le resub. C'est ton 8e mois d'abonnement, bienvenue, enfin re-bienvenue plutôt. J'espère que tu vas bien Roi. T'as mis une petite baffe à Castigmat, on l'a vu en haut à gauche. Castigmat il prend des dégâts, voilà, il prend des dégâts. On est en plein lecture de sciences sociales, on est sur En toute puissance, le livre rédigé par B6 Axo, du coup sur tout ce qui est heureux à quoi à heureux la goupille, et du coup qui est sur tout ce qui est autodétermination. Et là on parle de justement la motivation et donc la différence entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est ce qui provient de vous, c'est ce qui est perçu comme provenant de vous. La motivation extrinsèque, c'est ce qui est perçu comme provenant d'ailleurs, provenant de l'externe, de l'extérieur de vous. Donc d'autrui, par exemple. J'en étais à Ryan et Grolnick en 1986. Ils ont soumis des élèves une image de classe vide. Je veux voir combien de PV Stigmat. Et ben il lui en reste plus que 1082 sur 6000. Plus que 1082 sur 6000. Ça commence à être un peu bas, hein. Ça commence à être un peu bas. Merci beaucoup pour la petite beats. J'en étais du coup à... Ils ont soumis à des élèves une image de classe vide, et les élèves devaient écrire une histoire au sujet de cette image. Il s'agissait là de voir ce qu'ils projetaient sur cette image neutre. Les élèves feraient des histoires reflétant le climat de leur scolarité actuelle. Effectivement, des histoires reflétaient systématiquement le climat de motivation de leur classe actuelle. Dans les histoires au climat contrôlant, les protagonistes qu'ils inventaient étaient soit conformistes, soit rebelles. Il y avait plus d'expressions d'agressivité, de choses négatives. Dans les histoires au climat autonome, les scénarios étaient constructifs. Le moi des protagonistes était plus développé. Les chercheurs ont également vu que la perception du climat de la classe est prédictive de la motivation intrinsèque, de l'estime de soi, des sentiments de contrôle personnel, de la compétence cognitive perçue. Le ressenti des personnes n'est pas un caprice, il est un signal d'alarme sur sa situation, souvent riche d'informations sur la façon dont l'environnement social est délétère ou au contraire nourrissant. Ah oui, il prend cher, hein, il prend cher. Ah oui, c'est vrai aussi que, comme le dit Castigmat, la dernière fois il s'est auto-giflé très fort, puisque du coup il faut pas oublier que quand vous faites des sub-gifts, c'est pas vous qui faites le sub, du coup. En tout cas, pour le décompte des points, il considère que c'est la personne qui a reçu le sub. Et du coup, la dernière fois, il a offert 5 subs, je crois, je sais plus. Et du coup, en fait, il s'est enlevé bien des PV, il s'est bien défoncé tout seul comme un grand. Ce qui était très drôle, mais oui, il s'est auto-giflé. Finalement, Castigmat, c'est son pire ennemi. Voilà. C'était 11 ? Ah peut-être, je sais plus. Vous en offrez tout le temps aussi, hein. C'est dur de suivre le compte après. D'ailleurs, je vous répète encore une fois, merci énormément pour tous les subs, pour tous les sub-gifts, pour toutes les beats. Merci beaucoup, merci énormément pour le soutien que vous faites assez régulièrement. Merci énormément, vraiment merci énormément. C'est comme ça que vous m'aidez à vivre de cette activité. Quand bien même c'est encore évidemment très limité, parce que on n'est pas 10 000 hein, sur le stream, on va pas se mentir. Je suis très loin de pouvoir vivre du stream, mais c'est grâce à vous que déjà je peux, ne serait-ce que par exemple me payer des livres pour pouvoir les lire en live, ou des jeux que je peux vous présenter en live. C'est déjà grâce à l'argent que vous me permettez d'avoir. Donc merci énormément pour tout ça.
Les environnements ou autorités contrôlants ont-ils vraiment un impact important sur la motivation intrinsèque des personnes? Je veux ma retraite aussi. Oui, il faut pas oublier que bien sûr. Alors je sais pas si on l'avait dit en stream, mais enfin en rediff, mais en gros, nous avons une histoire. Nous avons une histoire profonde. En fait, la personne qui est le boss, hop, il vient de se redonner un peu de PV. Tu as désormais Reste CB de 1081. H, père. 1081 HP il te reste. Tu t'es redonné un peu de PV. Tu t'es redonné un PV. Donc nous en fait les boss du stream en fait c'est pas des boss, c'est des personnes qui sont en train de partir à la retraite. Et en fait tout le monde est en train de cotiser pour qu'ils puissent partir à la retraite. Voilà, c'est ça la beauté de la chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est la personne qui donne à la fin qui devient le nouveau boss. C'est parce qu'en fait c'est lui qui va devoir remplacer et qui va être le prochain pour qui on cotise en fait, hein. Voilà, en fait nous faisons un effort commun collectif bien sûr pour permettre à la personne de partir. Allez, moins 20. Oups, j'ai glissé. Merci énormément pour les 20 bits. Merci beaucoup. Il te reste 1043. 1043. Ouais. J'en étais donc à les environnements ou autorités contrôlants ont-ils vraiment un impact important sur la motivation intrinsèque des personnes? On a vu précédemment quelques facteurs qui rendent un environnement contrôlant. La surveillance, la punition, l'évaluation, l'indifférence, les récompenses conditionnées à la performance ou sous certaines conditions, les intentions perçues de l'autorité, notamment si elles paraissent motivées extrinsèquement, la flatterie inadaptée à la compétence de la personne ou trop ostentatoire, tout ceci a un impact négatif sur la motivation intrinsèque. Mais on peut se demander, étant donné que les environnements contrôlants dans notre société sont très courants, quand bien même ces derniers seraient mauvais pour la motivation intrinsèque, n'apportera-t-il pas plus d'efficacité? C'est-à-dire qu'il rendrait les salariés plus productifs, les élèves plus compétents, sachant plus de choses, les enfants davantage bien élevés. Cela est souvent mis en avant pour justifier la pratique du contrôle. Sans pression ou surveillance, l'humain ne s'activerait pas suffisamment, pas convenablement. Shit, j'ai acheté 2000 de bits pour me mettre à un chevaux, mais je me suis souvenu que j'y allais me soigner. Lou, note like si. Merci beaucoup pour la petite Bates. Alors effectivement, si t'as acheté 2000 pour t'enlever les HP et que derrière en fait t'avais oublié que t'allais te soigner, c'est triste. C'est drôle, mais c'est triste. Après tu peux te soigner, tu resteras le boss plus longtemps. On va continuer à cotiser pour ta retraite encore plus longtemps. Finalement c'est beau, finalement c'est beau. Alors là j'aime beaucoup parce que du coup ce qui est dit concrètement c'est ce que dirait la droite. On notera quand même que là, oui, non, mais l'humain, il faut le contrôler. L'humain, il faut le surveiller parce qu'après, sinon, c'est pas un bon élève. Après, il est pas compétent, il est pas productif. Ça, c'est tellement les excuses de la droite, quoi. Ah, mon Dieu, quel enfer. Mais je veux pas, je veux ma retraite. Je veux ma retraite pour taper des personnes. Certes. Il faut que quelqu'un se sacrifie. Voilà. Voilà, moi je vous le dis en toute franchise, il va falloir que quelqu'un se sacrifie, il va falloir que quelqu'un offre plein de subs, voilà, c'est nécessaire. Je suis horrible comme personne, je vous pousse à dépenser. C'est une blague, vous n'êtes pas obligé, c'est une blague, faites pas ça. Enfin, sauf si vous avez envie de le faire, mais ne vous sentez pas obligé. Je disais donc, cela est souvent mis en avant, ça je l'ai lu. L'humain ne s'activerait pas suffisamment, pas convenablement, et ainsi, même si le contrôle est pénible et coûteux en termes de temps à surveiller, d'employés surveillants à embaucher, en termes de coûts financiers pour installer du contrôle par la vidéosurveillance, etc., ce serait néanmoins un bénéfice pour l'entreprise et pour l'humain, qui alors ferait quelque chose de sa vie, plutôt que rien, au lieu de faire quelque chose de façon stupide et ou malveillante. Les chercheurs ont alors testé l'impact du contrôle. Est-ce que vous le sentez que c'est de la merde comme vision du monde? Ce côté méritocratique, il faut faire quelque chose de sa vie. Putain. Cet appel à la méritocratie du cul, cet appel au... Vas-y, fais quelque chose de productif de ta vie. Fais des choses qui soient visibles, qui soient quantifiées, qui soient notées par autrui. Vas-y, montre. Ah là là, quelle horreur. Desi, Schwartz, Schneiman et Ryan en 81. 36 professeurs ont été étudiés durant l'été, avant la rentrée scolaire. Il a été testé leur orientation de causalité, l'autonome ou contrôlée, les actions qu'ils envisageaient pour le contrôle des élèves, punir, récompenser, ou les actions de soutien, écoute du problème, guide pour le résoudre. À 2 mois de l'année scolaire, puis à 8 mois.
leurs élèves ont complété des enquêtes évaluant leur motivation et leur perception de soi. Ainsi, ceux qui avaient eu des professeurs plus contrôlants avaient une motivation intrinsèque en chute, une estime de soi en baisse, et leur compétence cognitive a également chuté. Ces élèves avaient moins de curiosité quant au travail scolaire, préféraient les tâches faciles plutôt que difficiles, faisaient preuve de moins d'initiative scolaire. Ah bah tiens, c'est étonnant. Vraiment, hein? Ah là là, hein? On s'y attendait pas. Putain. On voit ici assez clairement qu'être une autorité contrôlante ne permet aucun bénéfice sur le plan scolaire, détruisant l'appétit des élèves pour la connaissance, rendant certainement plus difficile l'enseignement aux autres professeurs, à cause de leur désengagement scolaire progressif. Voilà, voilà. Là, vous voyez, je pense à tellement de moments dans mon éducation, à tellement de moments. Par exemple, je me rappelle du tout premier dossier que j'ai fait en master, le tout premier dossier que j'ai fait en master, c'était en cours de statistique en l'occurrence. Il fallait que je fasse des études statistiques à partir d'une étude. En fait, on avait une analyse, on avait des données et il fallait faire l'analyse en fait des données. Et du coup, j'ai fait le dossier. Je l'ai fait seul parce que normalement c'était censé être un dossier de groupe, mais la personne qui était censée être avec moi m'a lâché littéralement une semaine avant, en mode oui, en fait je m'en bats les reins. Pour aller rejoindre un groupe qui du coup avait fait le travail dès le début il y a plus d'un mois avant, parce que du coup nous en fait on n'arrivait pas à trouver du temps pour le faire et à chaque fois on galérait et du coup elle a préféré me lâcher comme une merde alors que j'avais commencé le travail, bref. Et donc du coup j'ai fait le dossier comme j'ai pu et je suis très très loin d'être très bon en stats, hein, je vous le dis en toute franchise, les statistiques c'est pas là où je suis le meilleur, mais vraiment pas, vraiment pas. Et j'ai une manière de présenter les données qui n'est pas forcément adaptée, on va dire ça comme ça. Et la réflexion de la prof, ça a été qu'elle ne comprenait pas comment est-ce que je pouvais être en master, je sais plus comment elle a sorti ça, mais elle m'a vraiment défoncé la gueule. En gros, elle m'a dit, alors attendez que je retrouve la phrase, elle m'a dit quelque chose comme c'est une incompréhension pour moi que des gens comme vous soient encore des élèves et soient des élèves en master. Je crois qu'elle m'a dit un truc comme ça. Et après elle m'a sorti un truc comme quoi je méritais pas d'être ici et que j'aurais dû laisser ma place à d'autres élèves plus méritants. Voilà, ça c'est la toute première interaction que j'ai eue avec une prof à n'en pas douter incroyable, et très très pédagogue, et qui a su donc, vous voyez, vachement bien me motiver, me pousser à travailler plus, tout ça. C'était, ah là là, c'était bien, c'était beau, ça donnait envie. En plus, humilié devant toute la classe, c'est toujours plus agréable, hein, c'est toujours sympa. C'est bien. Si tu te dis, tu vois, je t'humilie un élève devant 18 autres élèves, promis, ça passe. C'est une bonne idée. Surtout comme première interaction avec cette prof, ouais, non, c'est cool. Bon plan, bon dossier, tout ça, ouais. Oh là là. Et après, forcément, après, on s'étonne que t'as pas envie d'aller voir ses cours, que t'as pas envie de travailler à fond avec elle. Que ça te démotive de manière générale, surtout qu'on t'apprend au bout de à peu près un an que si tu veux partir en doctorat, il y a des chances que tu sois notamment géré par elle. Du coup, vous comprenez peut-être vachement mieux pourquoi est-ce que j'ai pas voulu faire de doctorat au final. Quand on m'a dit que globalement, une des personnes qui allait être justement une des gérantes de mes dossiers et qui allait être une des personnes qui allait me cadrer, non. Non merci, non, on va faire 100. On va faire 100. Oui, non. Oui, non. Bref, je reprends la lecture. Desi, Schwartz, Schneiman et Ryan en 81 ont renouvelé cette étude dans un autre district scolaire. Ils ont sélectionné des professeurs soit hautement contrôlants, soit soutenant l'autonomie. La motivation intrinsèque des élèves a été testée durant la 2e semaine d'école, puis 2 mois plus tard. Avec les élèves soutenant l'autonomie, la motivation intrinsèque a augmenté, ainsi que la compétence perçue, à la différence des professeurs contrôlants, où les résultats étaient contraires. Si on se rappelle des expériences sur le climat scolaire citées précédemment, on observe en plus que les élèves sont conscients que quelque chose dysfonctionne, que leurs besoins sont sapés, qu'ils perdent leur estime d'eux-mêmes, qu'ils ont des envies de rébellion agressive ou de conformisme sans autonomie, une situation certainement désagréable pour le professeur, pour l'institution, et même à l'extérieur, en famille. C'est en quelque sorte un cercle vicieux, faisant tout empirer pour tout le monde, mais qui a pour point de départ les contrôles par les environnements. Mais qu'en est-il en milieu professionnel ? Desi, Connell et Ryan en 89.
Ils ont étudié des managers et leurs subordonnés. Les managers avaient des questionnaires de problèmes au travail qui évaluaient l'orientation et les subordonnés avaient d'autres questionnaires. Les employés subissant les managers contrôlants exprimaient plus d'aliénation vis-à-vis de l'entreprise, moins de satisfaction au travail, et ils étaient plus extra-secs. À force d'être dans un environnement contrôlant, la personne n'arrive plus à ressentir la motivation intrinsèque. Ses besoins étant sapés, son estime de soi basse, elle va donc opter pour une orientation contrôlée, des buts extrinsèques. Faute d'avoir eu de la valeur auprès de l'environnement humain, la personne va chercher de la valeur dans des signes superficiels extrinsèques, réussite, statut, argent. Le monde du travail étant souvent extrêmement extrinsèque, on peut aussi se demander si l'employé ou le manager contrôlant, sous contrôle, ne fait pas juste que jouer aux règles du jeu, et si cela détruit progressivement ses besoins et son autonomie. Cela pose ici cette question cynique. Si le marché économique est fondamentalement extrinsèque, n'est-ce pas là la meilleure façon de jouer ? On peut d'ores et déjà répondre non. Même dans un monde capitaliste, être contrôlant et valoriser des buts extrinsèques est peu pertinent, car les personnes ne sont pas efficaces en motivation extrinsèque, et donc elles rapportent moins. Il en va de même pour le contrôle familial. J'ai eu ça au collège, prof de français qui me terrorisait, et au lycée, prof d'allemand. J'ai totalement décroché, ne voulant pas retomber dans un schéma semblable à la première expérience. Bah non, mais c'est normal, c'est totalement normal. Moi en plus, cette prof-là, c'est pas n'importe quelle prof, c'est la prof qui était validiste, celle qui me mettait des gros taclés parce que j'étais handicapé, que je suis toujours handicapé. C'est celle qui me disait non mais t'es malade, bah t'as pas à être en études en fait, t'aurais dû laisser ta place à d'autres gens. T'aurais dû laisser ta place à des gens qui sont en bonne santé, qui peuvent être là à tous les enseignements. Ah oui. Ok, d'accord. Pourquoi pas. C'est ok. Cool. cool. Derrière, c'est aussi cette même prof, donc toujours, qui me disait aussi, qu'est-ce qu'elle m'a sorti comme phrase ? Elle m'a dit que par exemple, en fait, ma maladie c'était une bonne excuse, parce qu'il n'y a pas de signe physique. Mon handicap n'a pas de signe physique. Hein, c'est malheureusement j'ai des problèmes de santé qui se passent en interne et qui ont des conséquences sur mon fonctionnement, mais qui ne. Enfin, je suis pas en train de cracher du sang partout ou quoi que ce soit, donc c'est pas trop visible quoi. Mais du coup, c'est elle aussi qui me disait qu'en fait, c'était une bonne excuse. Ma santé c'était une bonne excuse, ma maladie génétique c'était une bonne excuse, et qu'au final, tout ce que ça prouvait, c'est que j'étais pas motivé. Ah, tu fais. J'aimais beaucoup cette prof. Encore une fois, est-ce que vous comprenez à quel point pourquoi j'ai absolument totalement lâché l'idée de faire un doctorat ? Vraiment, je suis arrivé fin du master et en gros il restait que elle en plus comme enseignante pour être mon encadrant de master, pour mon maître de thèse. Et j'ai fait non, hein. J'ai fait non. Hein. Déjà, je suis même pas sûr qu'elle aurait accepté, et vu ce qu'elle disait, elle était pas chaud pour accepter. J'avais un autre enseignant qui avait un peu poussé en mode si quand même c'est un bon élève, il tryhard de ouf et tout, il est motivé, il est là, il est présent, et pourtant sa santé n'est pas là. Bon, elle du coup comme elle s'en battait les reins de ma santé, bon bref voilà, mais enfin c'était pas possible, c'était mort, mais jamais je vais faire un doctorat avec elle, mais jamais. Quand bien même c'est une grande chercheuse, hein, parce que c'est ça le pire, hein. Cette personne-là, c'est une très bonne chercheuse dans son domaine en tant que chercheuse, elle est très douée. Par contre, en tant qu'enseignante, c'est discutable, hein. Mauvaise connexion, je vais faire une sieste de 30 minutes, y a pas de souci, et bah des bons dodos, bon repos à toi. Merci en tout cas d'avoir été là jusqu'à présent, merci beaucoup pour les petites beats, merci énormément, repose-toi bien, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Je vais continuer un petit peu la lecture. Desi Driver, Hotchkiss, Robbins et Wilson, 93. Ils ont étudié l'interaction entre des mères et leurs enfants pendant un jeu de construction, afin de voir si elles avaient un style d'éducation plus ou moins contrôlant et plus ou moins autonome. Ensuite, les enfants ont été laissés seuls afin de mesurer leur motivation intrinsèque au jeu. Lorsqu'il y a motivation intrinsèque, l'enfant continuerait à jouer à ce jeu. Les enfants avec des mères soutenant plus l'autonomie avaient plus de motivation intrinsèque, montraient plus d'intérêt pour le jeu. Les chercheurs signalent que parfois, le style d'éducation est parfois pire que le simple contrôle et menace l'autonomie. Les chercheurs ont également démontré que dans le domaine sportif, le contrôle est un problème. Bartholomew, Ntoumani, Ryan Boksh, Togersen Ntoumani en 2011. Ils ont étudié les coachs sportifs en Angleterre. Plus ces coachs étaient perçus comme soutenant l'autonomie, plus cela prédisait chez les sportifs du bien-être, des résultats positifs et moins de stress. Le stress était mesuré chez les sportifs via une prise de sang.
Mais la baisse de performance, le stress, la baisse d'estime de soi, le désengagement, le désintérêt ne sont pas les seules conséquences négatives des environnements contrôlants. La motivation extrinsèque va pousser les personnes à faire de l'activité au plus vite, superficiellement, voire en trichant, en étant agressifs, afin de remporter la valeur superficielle extrinsèque que peuvent être la récompense, le prix, le diplôme, lorsqu'ils sont déséquilibrés dans un cadre non autonomisant. Autonomisant. Je vais y arriver. En tant que personne, c'est discutable, je dirais. Non, mais moi, je dirais que cette personne est hautement discutable pour plein de trucs. Mais vraiment beaucoup de trucs. Vraiment, c'était une enseignante que je n'estime pas beaucoup. Voilà. On va résumer à ça comme ça, mais c'est vraiment une personne que je n'estime pas beaucoup du tout. C'était... En tant que chercheuse, elle est très compétente dans la recherche. Ça, tu peux pas lui retirer. Elle a un CV qui est long comme mon bras, en plusieurs pages, et qui est très complet parce qu'elle participe et elle fait des recherches. Elle les fait bien. Donc là-dessus, tu peux pas lui retirer ça. Mais en tant que personne, en tant qu'individu, en toute franchise, je pense qu'elle fait partie des rares personnes dont je dis clairement que j'estime que c'est des sales races, que j'estime que c'est vraiment des gros cons toxiques. Vraiment. Et il n'y en a pas beaucoup des individus comme ça. Normalement, les gens qui me connaissent dans la vraie vie, ils savent que c'est extrêmement rare, mais vraiment extrêmement rare, que je dis d'une personne que fondamentalement c'est une grosse merde. Ça arrive vraiment très rarement. Il y a 2-3 personnes que je qualifie comme ça, mais c'est vraiment très très rare. Je suis le genre de personne qui va tout le temps vous dire oui, mais il faut essayer de comprendre le contexte. Oui, mais il faut essayer de comprendre que potentiellement, sans pourtant l'excuser, encore une fois, sans pour autant excuser le comportement, bah peut-être qu'elle est en souffrance par rapport à tel ou tel truc. Peut-être que c'est tel ou tel contexte qui l'a amené à être comme ça, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très rare que je dise direct tout de go, cette personne-là, c'est vraiment une saloperie. C'est vraiment super rare. Et bien cette prof-là, elle fait partie de ces rares personnes. Voilà. Vraiment, il y en a pas beaucoup, Il y en a pas beaucoup. Mais elle est dedans. Et puis elle est bien placée, Mais c'est pas celle qui est le plus haut. Mais elle est bien placée. J'ai un petit chat qui vient me faire un câlin. Ça va ma puce. Beau, c'est qui le Stockholm? Moi, c'est qui le beau Stockholm? Oh oui. Regardez comme il est beau, Stockholm. Vous avez vu comme il est beau, le chaton? Oh oui, t'es beau, mon chaton. Tu veux bouger? Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas le clavier. Non, pas le clavier. Non. Ça va, mon cœur. On fait une petite pause câlin, je suis désolé. Voilà. J'aime mon chat. Je tiens à vous le dire. Voilà, j'aime mon chat. Voilà. Oh oui. Il a un petit creux. Il va direct sur les croquettes, donc il a un peu envie de manger, je crois. C'est bon les croquettes, Bah oui. Bref, je reprends un petit peu. Lonky et Rayman, en 90, ont découvert que les étudiants qui subissent des environnements contrôlants trichent à des épreuves orales. La tricherie peut être plus grave et se retrouver à un niveau plus élevé dans les échelons hiérarchiques, à mesure que le contrôle vient de plus haut. Aux États-Unis, les écoles sont évaluées, notées, mises en compétition via le High Stake Test, le HST, ce qui amène à la fois les enseignants à être plus contrôlants, parce que les administrateurs sont plus contrôlants et veulent des résultats. Autrement dit, le HST met la pression sur les administrateurs scolaires, qui à leur tour exercent de plus de pression sur les enseignants, qui à leur tour pressent plus les élèves, ce qui sape leur motivation intrinsèque, leur estime de soi, leur engagement, etc. Et ce qui, paradoxalement, rend ces derniers plus mauvais. En 2011, il y a eu des rapports de tricherie à ce HST. Les administrateurs ont changé les réponses des élèves pour augmenter la note de l'école. D'autres ont refusé l'accès aux tests à certains élèves présumant qu'ils baisseraient la moyenne de l'école. Étude de Nicole et Berliner en 2011. On voit qu'il faut alors monter très haut dans les environnements sociaux pour retrouver les sources qui motivent le contrôle, la pression. Ainsi, la SDT en vient souvent à être critique vis-à-vis de la politique, de l'économie, de la culture. Étonnamment. Un environnement soutenant l'autonomie n'est-il pas laxiste et donc risqué? Soutenir l'autonomie, ce n'est pas laisser faire n'importe quoi, ni instaurer une déstructuration et une déréglementation totale d'un environnement social. C'est au contraire permettre à l'individu d'être autonome dans une structure adaptée à ses compétences et qui les stimule, les développe tout en nourrissant ses besoins. Il peut reconnaître comme offrant un climat social bienfaisant. L'environnement social peut donc poser des limites si cela ne sape pas les besoins des personnes et que cela est signifiant et signifié d'une manière respectueuse.
Costner et collègues en 84, au travers d'une expérience sur la peinture avec des enfants, il a été testé différentes façons de présenter la limite quant au respect de la propreté du matériel. Pour soutenir l'autonomie, malgré une imposition de limite, il a été vu qu'il fallait présenter ainsi la limite. Minimiser l'usage d'un langage contrôlant, tu dois, il faut, etc. Reconnaître le sentiment des enfants à ne pas vouloir être soigneux avec les outils. Fournir aux enfants une justification de cette limite, c'est-à-dire expliquer pourquoi on a voulu que les outils restent propres. En présentant ainsi les limites de façon non contrôlante, la motivation intrinsèque était préservée, beaucoup plus haute que dans un cadre contrôlant, c'est-à-dire avec juste l'ordre de ne pas salir les outils, sans justification ni reconnaissance du sentiment de l'enfant. On voit bien ici que c'est la façon dont l'environnement social, le superviseur, les autorités, présentent et régulent une activité qui va faire que l'environnement est contrôlant ou autonomisant. Ainsi, selon la façon dont les limites et contraintes sont présentées, encadrées, même des activités intrinsèquement pénibles, des évaluations, des feedbacks négatifs peuvent nourrir les besoins fondamentaux de la personne et préserver sa motivation intrinsèque par ailleurs. Les chercheurs de la SDT expliquent, par exemple, que si certaines recherches sur les feedbacks négatifs montrent qu'ils mettent la pression sur la personne, les humilient, les dévastent, il pourrait néanmoins exister des feedbacks négatifs non dévastateurs. S'ils étaient apportés de façon constructive, en discutant de manière ouverte, en se concentrant sur l'objet, sur l'activité, et non sur l'attaque à la personne. Les chercheurs regrettent le manque de recherche à ce sujet. Étonnant. Stengut, Patal, Trimble, en 2017, ont fait une méta-analyse de 23 expériences portant sur le soutien à l'autonomie, qui fournissaient une explication ou une justification rationnelle sur la tâche à faire, et ont découvert que cette explication augmente la valeur perçue de la tâche, mais peut parfois avoir un effet négatif sur le sentiment d'être compétent. En effet, toutes les explications n'ont pas la même valeur autodéterminante et peuvent être classées en 3 types. Les contrôlantes. Le comportement est dit important pour des raisons externes, comme apportant de l'argent, une promotion, concernant l'apparence physique, canalisant le sentiment de culpabilité. Autonome. Le comportement est dit important pour soi, ses valeurs personnelles, son développement personnel. Ou prosocial. Le comportement est dit important pour autrui. C'est lorsque l'explication et la justification est prosociale que le comportement est ensuite le plus efficace, avec une meilleure motivation autonome, un meilleur engagement. Cette explication prosociale est davantage adoptée par les femmes. Non seulement soutenir l'autonomie n'est pas laxiste, mais c'est stratégiquement le plus approprié si on souhaite transmettre à la personne l'adoption d'un comportement à long terme qui peut potentiellement déborder, spillover effect, c'est-à-dire entraîner un comportement analogue. Par exemple, on apprend un comportement écologique de tri. La personne va faire déborder ce comportement par elle-même en commençant à faire attention à sa production de déchets. Vous êtes en train de vous foutre des beignes, non? Un petit peu là. Vous savez que je vous vois les chats. Il y a Monsieur Chat qui me regarde genre non non je suis un chat innocent, je suis pas en train d'essayer de mordre chaton, et juste derrière il lui met une petite morsure et il l'a viré. Il t'a viré. Ah il t'a viré du coup. Il est pas gentil. Non il est pas gentil mon bébé. Bon non il est pas gentil. Bon non il est pas gentil. Hop là, bonjour. Et il me ressaute dessus, évidemment. Tu me mets des coups de queue par contre c'est pas nécessaire hein. Dolan et Galizzi en 2015 ont constaté que cet effet de débordement est plus positif lorsque les interventions visent la motivation intrinsèque. Inversement, les interventions basées sur l'augmentation de la culpabilité sont au plus négatifs. Hop. Comment l'environnement social peut-il alors soutenir la motivation intrinsèque? Avant de voir ce qui est souhaitable pour la motivation intrinsèque, faisons un point sur tout ce qui a été trouvé concernant les récompenses. Méta-analyse des récompenses. En 1999, Deci et collègues ont fait une méta-analyse des effets des récompenses sur la motivation intrinsèque. Il y a plus de chances de faire dépérir la motivation intrinsèque que de l'améliorer en intervenant pour motiver les personnes. Cependant, il y a quand même quelque chose qui se détache clairement. Non mais passe pas sur le clavier. Le chat. Ce chat est une catastrophe. Il passe sur le clavier en plein milieu. Il a failli couper la rediff. Hein. Il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça ma boule de poil. Il faut pas faire ça. Je disais, cependant, il y a quand même quelque chose qui se détache clairement. Les récompenses non conditionnelles ont plus de chances de préserver la motivation intrinsèque, parce que l'individu, en conséquence, se sent plus autonome.
Il y a moins d'effet d'application de l'ego, je dois gagner, ou de glissement vers des logiques extrinsèques, je fais juste ce qu'il faut pour avoir la récompense. L'activité peut être considérée pour elle-même et non perçue négativement, parce qu'il y aurait besoin d'être récompensé pour le faire, ce qui impliquerait donc des représentations de difficultés, d'ennuis, d'efforts, etc. Les récompenses verbales sont plus appréciées, parce qu'encore une fois, elles sont bien adaptées et laissent à l'individu son autonomie, voire elles apportent de l'information. Non seulement elles ne sapent pas l'autonomie, mais elles aident à nourrir la compétence, même en feedback négatif, mais informatif. Et le besoin de proximité sociale, l'apport, l'effort de l'individu est reconnu, apprécié, pris en compte. A l'inverse, les récompenses conditionnées à la performance sont celles qui minent le plus la motivation intrinsèque, et c'en est au point que les chercheurs de la SDT recommandent aux professionnels d'éviter le paiement selon la production ou selon certains bénéfices. Même si cela paraît plus méritoire, plus logique, l'individu va perdre toute motivation intrinsèque pour son travail et ne se concentrer que sur les moyens d'engendrer plus d'argent, ce qui, on l'a vu, conduit à choisir les voies les plus faciles, les plus rapides et donc d'une moindre qualité, mais aussi incite à tricher et à l'illégalité. Vous avez vu, hein, c'est étonnant, hein. Desi et Ryan, en 2017, alertent quant au mode de financement des PDG sur la base de la réussite de l'entreprise via des avantages boursiers. Il s'agit de récompenses conditionnées à la performance. Ainsi, cela peut être dévastateur, comme dans l'affaire d'Enron. C'était une grande entreprise spécialisée dans le gaz qui a fait faillite suite à des fraudes boursières graves, entraînant le licenciement de plus de 20 000 salariés, la perte de capital retraite de centaines de milliers de petits épargnants. Ce genre d'affaires économiques graves a des répercussions dans le monde entier. Les chercheurs rappellent qu'il y a de nombreuses façons de faire du profit, qui sont catastrophiques à long terme, tant pour l'entreprise que pour les salariés. Ainsi, ils en appellent à revoir les considérations économiques au sujet des récompenses. L'argent n'étant pas une carotte qui motive au bien-être de l'entreprise, mais juste à l'argent, au dédain de tout ce qui compose l'entreprise et à son environnement au sens large, les autres institutions, le bien-être de la société, l'écologie. Globalement, toutes les récompenses conditionnelles semblent avoir un effet négatif qu'il est préférable d'éviter, tant pour le bien des personnes que pour celui des organisations, des institutions, des groupes. Il y a effectivement des effets de productivité sur le court terme, mais cela disparaît. Au-delà des récompenses, il y a bien d'autres moyens de motiver autrui. Soutenir la motivation intrinsèque en donnant de vrais choix. Pour que la motivation intrinsèque soit préservée, on a vu qu'il était fondamental que l'autonomie soit préservée et nourrie, donc que l'environnement ne soit pas contrôlant, que la personne se sente à l'origine de ses actes, IPLOC. Les chercheurs ont donc pensé que pour que l'individu se sente engagé dans l'activité, qu'il se sente plein de volonté vis-à-vis de celle-ci, il serait préférable que l'environnement lui donne des choix. Patal, Cooper et Wynne en 2015 ont fait une étude sur des élèves. Ceux qui avaient le plus de choix dans leurs devoirs étaient les plus motivés, avaient une plus grande compétence, étaient meilleurs dans les tests, achevaient plus leurs devoirs, se sentaient plus soutenus dans leur autonomie. Il ne s'agit pas de faux choix, mais d'une liberté laissée à l'individu d'exercer l'activité comme il le souhaite. Autrement dit, qu'il puisse mettre en œuvre ses compétences exécutives, planification, inhibition, flexibilité mentale, sans que celles-ci soient aliénées par les requêtes extérieures. Par exemple, l'impossibilité de faire telle ou telle chose dans tel ordre, et qu'il puisse planifier selon ses compétences, ses désirs. Un défi optimal. On est motivé intrinsèquement par des défis qui développent nos compétences, qui étendent nos capacités. Un bébé sera intrinsèquement motivé à appuyer sur les boutons d'une télécommande, parce que cela développe ses capacités psychomotrices. Mais un adulte va rarement être motivé par une activité où il faut juste appuyer sur des boutons, parce qu'il a des compétences beaucoup plus importantes. On peut faire le parallèle avec les études de Mihaly. On avait dit qu'on l'appelait Billy, donc Billy, sur le flow, pour que les personnes soient en motivation intrinsèque avec les activités proposées. Un bon ratio, difficulté, compétence est l'idéal. Ce ratio est très difficile à connaître pour une personne extérieure. Ainsi, c'est pourquoi, contrairement à la théorie du flow, la SDT s'appuie sur le nécessaire besoin d'autonomie. Donc je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là plus tôt, si Mihaly, c'est Mihaly Billy, c'est parce que je suis totalement incapable de prononcer son nom. Voilà, je vous l'avoue, je ne sais pas prononcer son nom, je n'y arriverai pas, non, voilà, non, ça marchera pas, je n'y arriverai pas. Danner et Lonky en 81. Il était proposé à des enfants des tâches de classification afin d'évaluer leurs capacités cognitives. Les enfants pouvaient choisir selon différents niveaux de difficulté.
Résultat, les enfants ont choisi de passer plus de temps avec des tâches qui avaient une longueur d'avance sur leur capacité mesurée en pré-test. Cependant, si on les récompense pour un défi optimal, un beau ratio défi-difficulté, la motivation intrinsèque tombe, ils sont alors en éploc, et leur intérêt pour la tâche diminue. Shapira en 76, lorsqu'on laisse les étudiants choisir les casse-têtes qu'ils veulent faire, ils choisissent les difficiles. Dès lors qu'il y a une récompense extrinsèque en jeu, là, ils choisissent les plus faciles. On voit assez bien dans cette expérience comment la motivation extrinsèque incite à choisir le plus court chemin. Contrairement aux études sur le flow, la SDT ne se focalise pas sur la balance entre défis et compétences, mais plutôt sur le sentiment de compétence dans un environnement où l'individu ressent de l'autonomie et où il n'y a aucune menace à son besoin de proximité sociale, ce qui se recoupe néanmoins avec les conseils de Mihaly Bidi dans Application of Flow in Human Development and Education. Un feedback adapté. Quand les personnes sont engagées dans une activité à défi optimal, les feedbacks adaptés, c'est-à-dire informatifs liés à la compétence, améliorent leur motivation intrinsèque, car ils aident au développement de la compétence. Il existe des feedbacks inhérents à l'activité. Par exemple, dans un jeu de mots croisés, on sait qu'on a trouvé le bon mot si celui-ci correspond bien au nombre de cases et aux lettres déjà présentes. En escalade, on sait qu'on progresse lorsqu'on arrive au grappé plus haut que précédemment, etc. Mais certaines activités n'ont pas de feedback inhérent parce qu'elles sont plus complexes, parce que les personnes n'en connaissent pas encore tous les paramètres signifiants. Les futurs psychothérapeutes passent beaucoup de temps à devoir apprendre les feedbacks de réussite ou d'avancée avec leurs patients. Il est difficile de saisir d'emblée ces signes. De plus, rester informatif dans les feedbacks qu'on délivre à autrui est difficile. Cela peut être rapidement perçu comme une critique. En résumé, un bon feedback doit être plus proche des feedbacks inhérents. Il doit être informatif, concerner la compétence et non la personne, ne doit pas être contrôlant, doit reconnaître l'autonomie de la personne, ne doit pas être ostentatoire, des louanges inappropriées, et doit manifester de la gratitude. Et ben voilà, on a fait la partie base, du coup on arrive à la partie extension. Donc extension, motivation intrinsèque, le flow. Et on va s'arrêter sur ça, petite fougère de YouTube. J'espère que tu as apprécié cette VOD, que c'était cool, que tu as hâte de voir la suite. Et puis voilà, moi j'ai trouvé que le bouquin encore une fois était vachement bien. Des bisous, petite fougère de YouTube, et à bientôt.